La prophétie est l'un des multiples moyens de communication utilisés par Dieu pour communiquer avec les hommes. En règle générale, le message divin nous est transmis par un prophète qui en reçoit l'inspiration, soit par une vision, un songe ou télépathiquement parlant, par une voix intérieure. Le prophète est en quelque sorte le porte-parole choisi par Dieu pour transmettre aux hommes le contenu du message divin. Dans certains cas, Dieu demande à des anges de dicter son message aux prophètes. C'est le cas du prophète de l'islam qui avait reçu le message de la parole divine par l'intermédiaire de l'ange Gabriel. C'est aussi un ange qui sera utilisé par Dieu pour donner à Moïse le message qu'il devait remettre au pharaon d'Égypte. Dans d'autres cas, Dieu communique directement dans l'esprit du prophète messager. Et la voix du message divin résonne intérieurement. Le prophète entend la voix lui parler mais ne voit rien autour de lui. Noé, Abraham, Moïse et Jésus-Christ faisaient partie de cette catégorie. Ils entendaient une voix leur parler intérieurement. Il est toutefois arrivé que certains prophètes reçoivent la visite d'anges ayant revêtu une apparence humaine. Mahomet, Abraham et Jésus-Christ avaient reçu ce genre de visite. La plupart des prophéties bibliques adressées par Dieu aux prophètes d'Israël concernant en règle générale la prédiction d'événements futurs qui devaient se réaliser à des dates bien précises. Les prophètes hébreux avaient à plusieurs reprises mis en garde les Israélites à propos de leur mauvaise conduite. En avertissant ainsi le peuple d'Israël, les prophètes annonçaient les conséquences qui découleraient de leur désobéissance au message divin. Dans les anciens temps, les prophéties étaient respectées et acceptées par les élites et le peuple. À ces époques éloignées, les rois étaient très superstitieux et de ce fait sensibles aux visions de leurs mages. Ces rois n'engageaient jamais de conflit si les signes ne leur étaient pas favorables. Dans l'Europe médiévale, les prophéties n'étaient pas vraiment l'œuvre de prophètes choisis par Dieu, mais par celui de sorciers qui avaient appris à communiquer avec l'invisible. Certains d'entre eux utilisaient comme support à leur voyance des marteaux, puis par la suite des miroirs. Dans la Grèce antique, on faisait appel à l'oracle de Delphes pour voir l'avenir. À Delphes, il existait un sanctuaire qui était consacré à la déesse Terre. Son fils Python était le gardien des lieux, mais toujours d'après la légende, le dieu Apollon le tuera et prendra progressivement sa place. À Delphes, les prophéties étaient dictées par une prêtresse qu'on appelait la Pythie. Elle était chargée d'apporter aux pèlerins venus la consulter la réponse du dieu Apollon à leurs questions. La Pythie était assise sur une sorte de chaudron à trépied. Elle mâchait des feuilles de laurier dans une grotte qui était envahie par la fumée produite par la combustion du laurier. Les pèlerins attendaient en général dans une pièce voisine. Ce sont les prêtres qui transmettaient la question à la Pythie. Elle entrait alors en transe et transmettait ses visions aux prêtres qui étaient présents. Ces derniers venaient ensuite donner la réponse aux pèlerins venus consulter la Pythie. Mais les réponses de la Pythie étaient souvent ambiguës. Ainsi, en l'an 546 avant Jésus-Christ, Crésus, qui était le roi de Lydie, demandera à l'oracle s'il devait partir en guerre contre Cyrus, le roi des Perses. L'oracle lui aurait répondu si tu fais la guerre aux Perses, tu détruiras un grand empire. Confiant par la réponse, Crésus partira alors en guerre contre Cyrus, le roi des Perses, mais il sera vaincu et fait prisonnier. Il reviendra alors à Delphes et accusera le dieu de l'avoir trompé. Et là, la Pythie lui répondra tu aurais dû demander au dieu de quel empire il parlait, le tien ou celui de Cyrus. À travers l'oracle de Delphes, Dieu rendait souvent certaines de ses sentences. Par exemple, dans le cas de Crésus, la Pythie ne faisait que présenter une vision qui poussera Crésus à faire la faute qui le condamnera devant Cyrus, le roi des Perses. C'était bien son avarice et son orgueil démesuré qui condamnera Crésus à mal interpréter la prophétie de la Pythie. Parce que la Pythie avait bien annoncé la fin d'un grand empire, elle n'a pas précisé lequel. Mais revenons un peu à nos prophéties. De nos jours, beaucoup de prophéties se font par l'intermédiaire du canal des voyants et des médiums. Dans d'autres cas, on exploite les données informatiques avec des programmes d'analyse et de prédiction du futur, notamment très utilisés à Wall Street par la nouvelle génération de traders mathématiciens qui ont remplacé les traders des années 80. C'est un peu le phénomène du trading à haute fréquence obtenu grâce à l'utilisation de puissants algorithmes. J'en avais parlé dans une vidéo de ce trading à haute fréquence. En réunissant un grand nombre de données comportementales, sociétales et économiques, ce genre de machines peuvent prédire des scénarios d'avenir. Des ordinateurs ultra puissants servent à calculer ces scénarios un peu à la manière des prévisions qui sont faites à la météo. Comme je vous en parlais aussi précédemment, cela est énormément utilisé dans le domaine boursier. Certaines de ces machines, à l'intelligence artificielle très développée, peuvent anticiper l'arrivée d'une crise économique par exemple. De nos jours, le mécanisme scientifique de la vision du futur a été étudié et partiellement comprise par les scientifiques grâce à la théorie de la relativité d'Einstein. Si on regarde la théorie de la relativité d'Einstein et qu'on admet que la vitesse de la lumière voyage grosso modo à peu près à 300 000 km/s, on comprend que ce que nous voyons c'est le passé. Plus cette lumière vient de loin et plus elle remonte dans le temps.
Donc si quelqu'un voit un événement qui se produit à un point A, et derrière il se déplace instantanément par un trou de verre vers un point B qui se situe à 10 années-lumière du point A, eh bien cette personne saura ce qui sera visible par les observateurs situés au point B dans 10 ans. Il connaîtra alors le futur du point B. Ben, nos visiteurs extraterrestres peuvent connaître notre futur grâce à cette notion d'espace-temps. Les extraterrestres traversent des distances qui nécessitent l'utilisation de vortex, hein, les fameux trous de verre. Ils voyagent en compressant l'espace-temps au moyen de trous de verre. Cela implique que s'ils viennent d'une planète située par exemple à 90 années-lumière et qu'ils arrivent dans notre système solaire 2 minutes après, ils sauront avec ces 90 années d'avance si une étoile qui a explosé depuis leur point de départ va nous projeter ses rayons gamma dans 90 ans ou pas. Prenons maintenant l'exemple d'une météorite qui arriverait du fin fond de l'espace, hein, vers nous. Et ben, nos visiteurs extraterrestres on aurait connaissance des centaines d'années, voire des milliers d'années à l'avance. Quand on évoque les quelques découvertes scientifiques du siècle passé, hein, je vous laisse imaginer ce que des civilisations ayant 1 million d'années d'avance en sciences et en technologie doivent savoir sur le temps, que nous ne savons pas du tout. Sur Terre, déjà, il y a un très gros décalage entre la science civile et la science militaire, hein. Les scientifiques du secteur militaire disent que pour un an d'avancée scientifique dans le civil, il faut compter plus de 40 ans d'avancée scientifique chez les militaires. Parce que les militaires sont toujours plus en avance sur le civil. Surtout du côté américain, lorsqu'ils récupèrent des ovnis, ils travaillent sur la rétro-ingénierie de ces appareils. Mais ce décalage entre ce que vous êtes autorisé à connaître et la réalité top secrète de la science militaire a été multiplié encore plus depuis 1947, date du fameux crash de Roswell au Nouveau-Mexique. L'étude du vaisseau de Roswell aurait entre autres permis aux scientifiques de percer certains mystères liés au temps. Ils auraient découvert entre autres un objet en forme de boîte jaune à l'intérieur d'un des vaisseaux de Roswell, hein, qu'ils ont appelé le cube d'Orion. Cette boîte, ils se sont aperçus qu'en l'ouvrant et en regardant dedans, il se créait une image et cette image montrait des scénarios du futur. Le cube d'Orion, ou Orion Cube, qui avait été retrouvé dans l'OVNI de Roswell, hein, était de la taille d'une mallette, hein. On pouvait la prendre dans les mains et voir dans cette machine les différents timelines, qui veut dire la ligne du temps, hein. Le projet Looking Glass, le programme Looking Glass est dérivé de cette trouvaille. Ce programme permettait aussi de voir le futur. Il faut croire que ces machines ouvrent vers d'autres dimensions, hein, dans lesquelles le temps pouvait être manipulé d'avant en arrière, comme si vous positionnez un diamant sur un disque vinyle. Le passé, le présent et le futur coexistent sur le disque. Votre manipulation permet d'en saisir un moment ou un autre. Bah, grâce à l'étude de cette boîte, le cube d'Orion, hein, les scientifiques ont pu recréer cette technologie. Et grâce à cela, ils ont développé le fameux programme Looking Glass. Bah, cette technologie ressemble de façon assez bizarre à un organe biologique que nous possédons tous, hein. Je parle de la glande pinéale, hein, qui pour beaucoup de philosophes serait le siège de l'âme humaine. La glande pinéale, située au milieu du cerveau humain, est considérée comme le troisième œil, car elle dispose d'une membrane qui capterait les images comme celle au fond de la rétine des yeux. La glande pinéale est remplie d'eau et c'est la partie la plus magnétique du corps humain. Bah, la machine Looking Glass et le cube d'Orion seraient des répliques techniques de cet attribut naturel que nous avons tous dans le cerveau, hein, la glande pinéale. Quoi qu'il en soit, cette technologie permettrait aujourd'hui de sonder certains futurs possibles. Vous allez me dire comment est-ce possible, hein. Bah, il est commun de dire que le présent est unique, hein, c'est l'instant zéro. Pourtant, il existe des théories sur des réalités parallèles ou multidimensionnelles, hein. Bon, dans certaines de mes vidéos, je vous ai parlé des mondes parallèles, hein. Vous avez plusieurs futurs possibles, hein. Si par exemple on parle de notre réalité ou de notre dimension, on peut dire que le présent reste unique, mais le futur, lui, est multiple. On parle de timelines, c'est-à-dire plusieurs lignes de temps ou possibilités de futur. Bah, selon nos actions au moment présent, on peut influencer le futur et lui faire prendre une direction différente à chaque instant.
Bon, en juillet 2007, lors d'une interview, vous avez un biologiste du nom de Dan Burich va nous apporter de nouvelles informations concernant ce fameux programme Looking Glass dont la technologie était basée sur le cube d'Orion découvert dans l'OVNI de Roswell. L'appareil qu'avait vu Dan Burich aurait été copié sur un prototype trouvé dans le vaisseau de Roswell récupéré en 1947. D'après le témoignage de Dan Burich, le système de fonctionnement de l'appareillage reposerait sur l'utilisation d'une sorte de vague d'antigravité qui serait produite artificiellement par les équipes de scientifiques. Celle-ci affecterait notre notion du temps qui se mettrait à accélérer. Et suivant la cible déterminée, on verrait alors des scènes se dérouler et suivant la puissance ou la direction, on peut orienter la vision sur différentes lignes de temps. On peut ainsi voir certaines scènes venant du passé, voire provenant des futurs possibles. L'appareil décrit par Dan Burich serait composé de deux éléments. Le premier, c'est une série d'aimants d'un diamètre de 1,20 m qui agissent en direction opposée et qui créent un énorme champ magnétique. Ces aimants entourent un cylindre rempli d'un mélange de deux gaz, hein, un de type argon et l'autre, bon, c'est tenu secret. Hein. D'après ce que dit Dan Burich, le gaz servirait de déclencheur. La salle dans laquelle se trouvaient tous les systèmes serait ovale ou ronde. Autour du cœur central, l'espace semblait prendre un aspect courbe. Et lorsque l'appareil Looking Glass était activé, il s'en dégageait une forte odeur d'ozone. Et d'après Dan Burich toujours, si on regardait le centre de l'appareil Looking Glass, il y avait comme une sorte de nuage blanc qui se formait. Et juste avant que la lumière ne devienne intense à l'intérieur de l'appareil, il se produisait une sorte de miroitement. C'était à ce moment que l'on pouvait y pénétrer. Lorsque quelque chose en sortait, elle se manifestait dedans et passait à travers la porte. L'appareil devait affecter la masse des objets, hein. Il était dangereux. Il avait déjà causé la mort de plusieurs personnes au début des expérimentations car on n'en connaissait pas la finalité. Hein. On ne savait pas trop sur quoi on travaillait. Et beaucoup de chercheurs seraient morts à cause des énergies dégagées par l'appareil. Et une fois mis en route, l'appareillage laisserait apparaître comme une sorte de portail hein, qui se connecterait automatiquement à des trous de verre naturels. Le portail au miroir montrerait des éventualités de notre futur, hein, d'après ce qu'on en dit. Hein. Le cube réagirait avec les personnes présentes. C'était comme un disque jaune qui sortait du haut en tourbillonnant. Ces portails créés artificiellement se connecteraient automatiquement à des trous de verre qui les conduisent vers des portails naturels. Quand je parle de portail naturel, j'évoque un peu des portails comme le triangle des Bermudes, par exemple. Il faut comprendre ça comme ça. Hein. Par exemple, dans la base aux États-Unis, on enclenche l'appareillage de Looking Glass et celui-là pourrait refaire sortir la personne vers un portail naturel, probablement vers le triangle des Bermudes ou d'autres zones sur Terre où vous avez des portails naturels qui se forment. Et c'est un peu dangereux parce que vous ne savez pas où vous atterrissez aussi. C'est ça. Avant d'envoyer quelqu'un, les scientifiques regardaient où se trouvait l'autre porte. Parce que si elle se trouvait sur l'océan, c'était pas la peine d'envoyer quelqu'un. Par contre, si elle était sur la terre ferme, si le portail naturel était sur une terre ferme, on envoyait quelqu'un pour sonder les lieux. Au début, quand les scientifiques utilisaient le miroir, ils devaient travailler en tandem. Il fallait mettre en route un deuxième miroir en même temps pour recevoir les acoustiques. Et il fallait logiquement deux installations, hein, deux miroirs branchés en même temps hein, pour pouvoir entendre les acoustiques ou le son, si vous vouliez, de ce qu'ils voyaient. Pour voyager en tandem avec la projection visuelle de l'équipement, il fallait deux appareils pour entendre quoi que ce soit. En gros, il fallait deux looking glass, deux systèmes identiques. Et pour maintenir la stabilité du portail, hein, les scientifiques avaient dû apprendre à augmenter la puissance du dispositif grâce à l'emploi d'une étrange technologie qu'ils appelaient le poteau de champ. Ces poteaux de champ augmentaient en fait la puissance énergétique du système en laissant apparaître une sorte de miroir qui brillait un peu comme ceux que vous voyez dans la série TV américaine, Stargate, la porte des étoiles. La montée en puissance du dispositif stabilisait le portail. Donc quand vous regardez la série Stargate, il faut quand même se dire que ce système existe réellement aux États-Unis. Et bon, depuis les années 60, donc aujourd'hui le système se serait perfectionné. Donc ils arrivent à voir certaines scènes de notre futur, mais le problème c'est que, comme je l'ai souvent expliqué, les scénarios sont multiples.
Donc, quelquefois, ils peuvent voir un futur, mais on arrive à la date précise, il se produit rien. Puisqu'ils ont vu le futur d'une réalité alternée. Mais ça, je pense qu'ils ont fini par le comprendre, hein, avec le temps. Mais bon, il faut aussi préciser que si cette réalité alternée tombe sur notre monde, bah, ils peuvent avoir une vision bien précise de notre futur précis à nous. Parce que s'ils sont vraiment dans notre réalité, eh ben, c'est bien notre futur qu'ils regardent. Mais il faut trouver les fréquences, c'est ça le problème.